Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre panel traitant sur la digitalisation de l'épargne. J'ai réuni avec moi ici un panel impressionnant composé de monsieur Daouda Koulibaly, le président de l'APBF, Association professionnelle des banques et des établissements financiers, madame Sarata Konetiam, la directrice générale de UBA Côte d'Ivoire, monsieur Paul-Harry Aitnard, le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire et UMOA. Et plus tard dans cette session, nous allons être rejoints par son Excellence monsieur Romuald Wadani, le ministre de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation du Bénin. Et puis finalement par monsieur Jean-Louis Menankouame, le directeur général d'Orange Bank Africa. Avant de commencer le débat, permettez-moi d'introduire le sujet en quelques mots. Nous savons tous que la digitalisation, la technologie et surtout le mobile ont permis d'avancer l'inclusion financière des populations. Et cela à une vitesse et à une échelle qui n'aurait jamais été possible par des moyens et des canaux traditionnels. Et je pense que la Covid n'a fait qu'accélérer cet élan. En tant que ce qu'on voit chez Mastercard, l'entreprise pour laquelle je travaille, nous avons pu observer des croissances importantes dans l'e-commerce, le commerce à distance, mais aussi les paiements sans contact, que ce soit par carte ou par mode QR. Le taux d'inclusion financière en UEMOA est maintenant de 60%, qui est quand même un résultat très important. Et ça, grâce aux banques, le travail des banques, le travail des telcos, le travail des fintechs et des institutions de microfinance. La plupart de ces comptes qui ont été ouverts sont des comptes, je dirais, de nature transactionnelle, où nous faisons des dépôts, des transferts, des paiements, des retraits via les réseaux d'agences ou via les GAB. Ce qui manque encore, je pense, ou là où l'opportunité se présente, c'est dans l'épargne et le crédit. Donc, nous avons en quelque sorte ouvert la porte pour l'inclusion financière aux populations, mais a-t-on vraiment inclus cette population sur les services à valeur ajoutée, les services comme l'épargne ou l'investissement? Et c'est de ça que je voudrais parler avec mon panel aujourd'hui. Donc, de prime abord, peut-être une question pour vous trois. C'est un peu un aperçu sur l'état des lieux de l'épargne et de l'investissement et surtout le rôle que joue ou qu'a joué jusqu'à présent la digitalisation, la technologie, le mobile sur l'épargne. Peut-être commençons avec le président, monsieur Koulibaly. Alors merci, j'allais dire honneur aux dames, mais bon, mais comme vous me désignez, donc je vais essayer de prendre la parole. Après, donc mes collègues pourront apporter donc des éléments de complément ou donner donc leur point de vue. Alors aujourd'hui, en fait, donc le rôle qu'a joué la digitalisation donc, dans la mobilisation de l'épargne est énorme, est indéniable. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé donc de taux de financiarisation donc de la zone. C'était effectivement irréalisable, n'était plus donc les moyens digitaux, la finance digitale, les fintech, l'apport donc des fintech donc dans ce développement-là. Parce que quand on regarde le taux bancaire, le taux de bancarisation, il est encore en dessous de 20%. Et donc, les 60% sont vraiment le fait donc, de ces nouveaux outils, notamment donc, tout ce qui est digitalisation. Donc, ça permet effectivement d'être le prolongement donc, de la banque classique, de la finance classique, d'aborder des marchés qui n'étaient pas encore abordés, donc le marché donc, de l'informel. Aujourd'hui, dans le marché, vous avez en fait donc les bonnes dames, les vendeuses, tout le monde qui ont en fait un compte mobile banking, ce qui permet effectivement donc de capter donc cette épargne-là qui était en dehors du système et qui aujourd'hui en fait donc permet donc de le rentrer dans le système classique. Donc c'est un apport donc qui est très important et au-delà aussi en fait donc de ce secteur informel, donc les étudiants, les jeunes, parce qu'en fait
à tort ou à raison. On pense que parfois ouvrir un compte en banque, c'est assez compliqué. On demande beaucoup de paperasse, on demande un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas forcément. Et parfois, donc, l'atmosphère fait aussi rentrer dans une agence pour certaines catégories de personnes, notamment les paysans, les agriculteurs, les agriculteurs qui sont très importants donc, en Côte d'Ivoire. Et si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le premier producteur mondial donc, de cacao, donc rentrer dans une agence bancaire, pour eux, c'est un peu craintif. Et donc là, les moyens qui sont mis, donc, qu'apporte la digitalisation, qu'apporte donc la fintech, permet effectivement de casser les barrières, de casser les codes, de pouvoir en fait donc leur permettre d'avoir des comptes en guillemets bancaires et de pouvoir en fait donc épargner, de pouvoir en fait le mettre dans un circuit placé. Encore une fois, en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez de l'argent sur votre mobile banking, il y a aussi l'équivalent en fait donc qui est disponible dans le circuit formel, dans le circuit bancaire. Donc, nous, effectivement, ça nous permet de drainer et de mobiliser l'épargne qui nous échappait jusqu'à présent. C'est quand même quelque chose d'assez fantastique, quelque chose d'assez dynamique. Et là, on est encore à des débuts. Je pense qu'en fait, que ça devrait pouvoir aller beaucoup plus vite dans le futur, dans les années qui viennent, avec tout ce qui se développe comme fintech dans la zone et que la crise Covid a accéléré. Et aujourd'hui, donc, les gens se rendent compte que ce n'est plus un phénomène de luxe, c'est nécessaire et c'est même devenu indispensable. Donc, toutes les banques se sont mises, les opérateurs telco également. On ne parle plus là, donc, forcément donc, de compétition, on parle de coopétition, où en fait, sur les segments, on collabore, sur d'autres, effectivement, on est en concurrence, mais c'est tout le temps ensemble qui permettra donc de mobiliser davantage l'épargne dans la zone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Et vous avez touché à beaucoup de points, entre autres les partenariats et l'opportunité. Peut-être, Madame Sarata Kone, votre point de vue sur l'état des lieux de l'épargne et de la digitalisation de celle-ci. Alors, merci beaucoup au Salon de l'épargne et très belle initiative. Je vais m'inscrire en droite ligne avec ce que le président Koulibaly a dit. Ce que je peux rajouter à ce qu'il dit et l'opinion de UBA est que il y a un besoin pressant parce que c'est un facteur de développement, l'épargne. C'est une discipline que nous prenons tout un chacun et qui doit être accompagnée. La digitalisation et la Covid donc viennent accélérer, je suis tout à fait d'accord, et nous permettent en fait de pouvoir voir l'importance de cette épargne-là et son utilité en plus de son importance. Donc, en ce qui concerne en fait les différents vecteurs d'éducation, bien sûr, de confort. L'épargne, en fait, doit aussi être accompagnée d'une certaine sécurité qui vient et qui rassure les épargnants. Je pense que cette conversation est beaucoup plus fluide maintenant parce que tout un chacun comprend l'utilité d'épargner un tout petit peu et qui est en fait la fenêtre et la porte ouverte à la réalisation de projets. Donc, c'est là que je fais le lien avec le facteur de développement. La digitalisation, nous nous inscrivons dedans et nous participons donc à cette digitalisation-là par justement Je ne sais. Je pense qu'on a un problème de réseau. Madame Kone, vous êtes encore avec nous? Sinon, je vais passer la parole à Monsieur Paul Harry pour votre introduction, votre point de vue sur l'état des lieux de l'épargne et de la technologie pour accompagner l'épargne.
Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on a atteint jusqu'à présent? Merci beaucoup, Arne, pour déjà modérer cette session. Le salon de l'épargne est un salon qui pour nous, Ecobank, est, j'ai envie de dire, un marqueur essentiel dans la manière dont nous concevons la finance inclusive en Afrique. Et donc, lorsque nous avons essayé de développer cette année les différents thèmes sur ce salon, évidemment, la question qui s'est posée à nous, c'est que on est rentré dans le monde d'après. Et dans ce monde d'après, c'est un monde qui est marqué surtout par une digitalisation en termes d'interaction entre les hommes et les gouvernements, entre les hommes eux-mêmes. Et donc, tout de suite, on s'est dit qu'il fallait qu'on mène une réflexion sur le sujet de la digitalisation des services financiers, de voir comment est-ce que les gens pouvaient utiliser des outils digitaux pour pouvoir avoir accès à la finance. Donc, la question qui se pose en nous, en réalité, est très, très simple. La question, elle est la suivante. C'est que le taux de bancarisation dans les pays africains aujourd'hui est très faible, c'est-à-dire que l'accès des personnes au compte est extrêmement faible. On parle de moins de 10% dans la plupart des pays, alors qu'en face, lorsqu'on regarde l'accès à la téléphonie mobile, on est quelquefois sur des niveaux de plus de 50% dans la majorité des pays, et même quelquefois on est 70-80% sur d'autres pays. Donc il y a d'un côté, soit on continue dans la logique en se disant, on veut penser que les gens vont se bancariser uniquement en allant dans des agences, ou de l'autre, on se dit, il y a un canal aujourd'hui qui existe, qui est le téléphone, qui est utilisé par 70 à 80% des populations, et il me semblait donc logique de se dire que tiens, pourquoi on n'utiliserait pas le téléphone pour permettre aux gens d'avoir accès aux services financiers. Donc c'est cette réflexion qui a été poussée et qui me permet de penser aujourd'hui que évidemment dans le monde d'après, dans le monde qu'on est en train de voir aujourd'hui, le sujet clé pour nous tous, pour les acteurs bancaires, c'est de se demander comment est-ce qu'on digitalise l'accès à l'épargne, comment est-ce qu'on digitalise l'accès aux services financiers. Et donc pour le faire, il y a deux options qui étaient sur la table. Soit nous prenons l'option de dire que c'est uniquement aux banques de le faire et qu'on allait tout faire, ou alors on se disait qu'on allait créer un écosystème et dans cet écosystème, on retrouvait les acteurs du paiement, on retrouvait les acteurs bancaires, on retrouvait les acteurs téléphoniques et il me semble que le bon sens veut qu'on aille plutôt vers cette deuxième option et cette deuxième option où on aura tous ces acteurs réunis ensemble pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à l'épargne le plus rapidement possible. Donc voilà un peu Arne, ce qui nous a guidés, voilà le diagnostic qu'on a posé et c'est pour ça que je pense que c'est important aujourd'hui qu'on retrouve des acteurs bancaires face à ces réalités et qu'on puisse entendre ce qu'ils en pensent. Tout à fait. Et je pense que tu viens d'en parler et Madame Connet aussi en a parlé, l'importance du partenariat. Je pense pas que pour atteindre disons et avoir de l'échelle, les banques ne vont plus, si je comprends bien, faire ça à elles-mêmes, mais l'important c'est de créer des partenariats avec les telcos, c'est bien ce que j'entends, et les fintech comme canaux de distribution. Oui, c'est mon point de vue et il est plutôt affirmé, il est plutôt basé, j'ai envie de dire, sur une revue empirique de la situation. Parce que la réalité, elle est où? La réalité, elle est que aujourd'hui, les opérateurs télécoms ont en termes de masse de clientèle minimum 10 fois de plus que les banques. Minimum. Okay? Et là, je parle dans certains pays, c'est même 40-50 fois. Je prends le Nigeria, c'est le cas. Donc, sur cette base, soit on se dit, nous, banques, que nous allons rester dans une logique où nous allons gagner de l'échelle en créant notre canal et en se disant on est indépendant, ou alors on se dit, on travaille avec les opérateurs télécoms. Dans le même sens, les opérateurs télécoms ont besoin des banques pour avoir accès aux services financiers parce qu'ils ont besoin de licences, ils ont besoin de la connaissance de la banque parce que faire de la téléphonie, c'est complètement différent de faire de la banque. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une logique de partenariat qui va se créer, qui est indéniable, qui fait du sens et qui fait que nous deux, de plus en plus, nous allons arriver à travailler ensemble. Oui, j'ai retrouvé Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps quand tu vois aussi les projets, la BCAO sur l'interopérabilité. Donc, on est vraiment à un moment dans l'histoire où on peut commencer à accélérer. Ces partenariats vont pas seulement être fondés entre vous et les telcos, mais aussi basés sur un système d'interopérabilité qui va permettre que tout le monde puisse transacter avec tout le monde. Donc, qui, de notre point de vue, aussi présente des opportunités énormes
pour la région. Donc voilà. En ce qui concerne je dirais la sensibilisation des citoyens ou des entreprises, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est bien d'un côté de dire j'ai la technologie, oui, j'ai un modèle de partenariat qui fonctionne, mais sans une sensibilisation du client final, on n'a pas de marché. Où est-ce qu'on en est à ce sujet et quel est le rôle que pourrait jouer de nouveau la technologie dans cette sensibilisation? C'est pour tout le monde. Oui, Paul-Henri, si tu veux, Oui. Je passe là. Je pense que Sarata veut donner son point de vue. Vas-y, Sarata. Oui, avant que je sois encore coupée, je vais peut-être intervenir à ce niveau-là. Il est très important où nous en sommes, les niveaux de maturité en fait des populations ou d'alphabétisation définissent aussi ce niveau de connaissance et de l'importance de l'épargne. Donc, sachant que nous avons des populations quand même assez jeunes. Donc il faut composer avec elles. Il faut composer avec elles en termes d'inclusion financière et éducation financière, de manière à ce qu'elles comprennent le plus vite possible, le plus tôt possible, et qu'elles intègrent ça dans leur quotidien. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre économie et notre PIB est basé principalement pour la Côte d'Ivoire, en tout cas sur l'agriculture. Et donc, il faut aller donc dans le milieu rural. Il faut démocratiser encore là et les technologies, les nouvelles technologies et la digitalisation permet ça. Donc, on a vu comment l'acquisition et l'acceptation des téléphonies mobiles et des monnaies électroniques, des porte-monnaies électroniques s'est faite. Et bien que ce soit des populations qui ne soient pas forcément alphabétisées, mais ont tout de suite compris l'utilité pour elles-mêmes d'avoir ces porte-monnaies électroniques-là. Donc, l'éducation maintenant va vers comment l'utiliser de manière la plus optimale, comment accéder, comment vraiment développer son activité agricole ou autre dans les zones rurales. Et donc, si on veut résumer, oui, il y a encore beaucoup à faire en termes d'éducation, aussi bien dans la jeunesse que dans cette population rurale qui continue à être importante pour le développement du pays. Et donc, il est important que tous les acteurs prennent ce temps-là d'éducation en même temps que ils démontrent l'utilité de cette épargne. D'accord. Merci. Alors, oui, un complément. Donc, en partageant tout à fait ce que Sarah a dit, il faut quand même signaler qu'il y a une base donc de pénétration qui est très forte. On parle donc d'un taux de pénétration de mobile money d'après les chiffres de l'RTCI 2019 de 67%. On parle d'un pack d'abonnés de mobile money de 17 millions et demi en Côte d'Ivoire. Donc, il y a en fait donc une base qui est déjà là. Et cette base-là, elle utilise donc les services primaires, donc de mobile banking, de la digitalisation. Et au fur et à mesure, c'est à nous qui sommes intéressés d'apprendre à cette population à utiliser donc des solutions qui sont plus complexes que celles qu'elles ont déjà. Donc, non, la pénétration elle est déjà là. Il faut capitaliser là-dessus. Donc, en apportant donc des produits de valeur ajoutée. Et c'est des populations en fait qui sont jeunes, qui sont friands de ces technologies. Et puis, en fait, donc derrière, vous avez d'un côté donc effectivement le monde agricole, le monde donc informel, qui aussi en fait est capable de faire d'assimiler très vite l'utilisation de ces outils-là. Et on l'a vu, hein, donc encore une fois avec le mobile banking, donc déjà rien que ça, il y a eu en fait un leapfrogging très important qui a permis donc effectivement de faire ce saut de plus ce saut de crapaud là, d'avoir une pénétration très forte en matière donc de mobile banking. Donc les populations sont demandeuses parce qu'elles se rendent compte que ça leur simplifie la vie, c'est plus sécurisant,
c'est plus adapté aujourd'hui. Et en fait, encore une fois, bon, c'est pas, ça sort du schéma classique de la banque, de la finance classique, qui était en fait dans la banque de papa et maman, où tout le monde était sérieux, tout le monde était en costard cravate. Et donc là, pour aller dans une nouvelle dimension aujourd'hui, qui plutôt en fait donc les rassure et qui plutôt est plus proche aussi donc d'elles. Donc elles sont capables effectivement de capter très vite. Maintenant, c'est en fait à nous et aux régulateurs et aussi en fait donc aux entreprises de fintech de réfléchir pour davantage pour sécuriser toute cette évolution pour que en fait ces gens-là qui font confiance à ces nouveaux produits ne soient pas en fait donc déçus. Mais sinon en fait en tout cas la base en matière donc de pénétration elle est déjà très forte. Il suffit juste de capitaliser donc là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Merci Monsieur Koulibaly. Paul-Henri, je pense que tu voulais aussi intervenir à ce sujet. Oui, je pense que Sarate et Daouda ont bien planté le décor. Et pour rebondir sur le point de Daouda, on a une chance énorme en Afrique, c'est le fait que la population est jeune. Et qui dit population jeune dit normalement meilleure adaptation aux nouvelles technologies, capacité de changement beaucoup plus rapide. Donc, sur cette base-là, on peut déjà se dire que on doit être capable de pouvoir leur proposer des solutions qui sont des solutions digitales et que ces jeunes-là devraient l'adopter le plus rapidement possible. La preuve, lorsque vous regardez la population de jeunes en Afrique aujourd'hui, je suis persuadé que si vous prenez l'application WhatsApp, je pense que le taux de pénétration de l'application WhatsApp au niveau des jeunes doit être, à mon avis, doit être proche de 80 à 90%. Et aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut penser à faire de la banque. C'est-à-dire que ce sont les mêmes outils, la même plateforme technologique qu'on peut utiliser pour demain permettre à quelqu'un soit d'épargner, soit de pouvoir transférer ou non. Donc, si nous, en tant que banque, nous ne réfléchissons pas de cette manière, ben, ce sont les opérateurs télécoms ou alors les propriétaires de WhatsApp qui vont commencer demain à faire de la banque avec cette plateforme. Donc, c'est un sujet qui est face à nous et auquel, à mon avis, il faut qu'on apporte une réponse. Donc, point positif, les jeunes. Sur la masse maintenant, et Daouda et Saratan ont raison de dire que sur la masse, on a un problème d'adoption. C'est-à-dire que les populations rurales, évidemment, le sujet de la digitalisation est un peu plus problématique. Mais je vais proposer deux pistes, à mon avis, qui peuvent penser qu'on peut y arriver. La première piste, c'est la piste du mobile banking qui semble fonctionner très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec n'importe quel type de téléphone, je suis capable, a priori, de pouvoir envoyer de l'argent et vérifier mon solde. N'importe quel type de téléphone. Et aujourd'hui, comme je le disais un peu plus tôt, on a un taux de pénétration qui est de 60-70%. Donc, normalement, je dois pouvoir, même si je suis à Ferké ou à Korogo, je dois pouvoir être capable de pouvoir envoyer de l'argent ou consulter mon solde. La deuxième piste, donc il faut qu'on capitalise sur cela. La deuxième piste, c'est comment est-ce que nous, en tant que banque, on peut se rapprocher de plus des populations rurales en utilisant le modèle qu'on a vu dans d'autres pays qui sont le agency banking. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'avoir moi-même des agences pour pouvoir parler à mes clients qui sont dans les zones rurales. Je peux déléguer ce travail à des sous-agents qui sont des personnes qui sont beaucoup plus proches de ces populations rurales, exemple une coopérative, et à partir de là, je peux leur offrir des services financiers. Et je peux faire ce lien aujourd'hui alors que je n'aurais pas pu le faire il y a 10-15 ans, parce que je peux donner à ces agents bancaires une plateforme digitale qui leur permet en quelque sorte d'avoir accès au système central de la banque et de pouvoir ouvrir des comptes, collecter de l'argent ou alors donner de l'argent. Et une fois encore, c'est la digitalisation qui permet ça. Donc, je pense réellement que tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour qu'on se retrouve dans une situation où aussi bien les jeunes que les populations rurales, qu'on puisse, nous, en tant qu'acteurs des services financiers, proposer une solution à toutes ces couches de la population. Tout à fait. Et si je peux me permettre, nous réfléchissons aussi, en tant que Mastercard, à des propositions d'acceptation digitale, que ce soit en ligne ou via des modes comme paiement par QR. Et souvent, nous avons fait le lien pour vraiment apporter une valeur ajoutée avec le prêt. Mais qui dit prêt peut aussi dire épargne.
Je veux dire, le besoin de l'entrepreneur, de l'agriculteur est souvent de croître son business via des lignes de crédit, mais ça pourrait aussi être ensemble avec donc des épargnes. Et donc c'est ce bundling que je voulais tester avec vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi vu comme étant un besoin? Quel est votre avis là-dessus? Sarata? Sarata? Oui, oui, oui. Pardon, mon micro était fermé. Écoutez, c'est tout à fait vrai, hein, parce que je pense que comme partout ailleurs, il y a des besoins. Les populations assimilent, heureusement, malheureusement, banque avec financement. Et donc, même dans les nouvelles technologies, c'est vraiment donner l'accès à ces financements-là. Et donc, ces solutions existent et elles commencent à être déployées de plus en plus sur ce marché. On le voit beaucoup plus en Afrique de l'Est. En Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, c'est maintenant que nous touchons à ces éléments-là. Donc, ça fait appel en fait à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui vient aider en fait à profiler un peu les différents, les potentiels clients éligibles à ce genre de financement. Donc, on le fait en ligne, bien sûr, avec des informations qui sont prises de part et d'autre et qui sont analysées et pour un niveau de réponse assez rapide. Donc, c'est définitivement une opportunité à saisir. Il faut le faire dans le cadre réglementaire qui existe et il faut s'assurer aussi que le recouvrement puisse se faire parce que quand on rentre dans le côté virtuel, il faut pouvoir s'assurer qu'on peut aussi recouvrer, donc tracer les différents emprunteurs et pouvoir donc au cas échéant, si ça se passe mal, pouvoir recouvrer ça parce que sinon le niveau de créance douteuse peut aller très vite, de manière exponentielle. Mais l'opportunité existe, la technologie est en place et c'est quelque chose que nous développons et nous regardons de près parce que le besoin est là et si les consommateurs en ont besoin, donc il faut pouvoir leur offrir une solution. Merci. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonjour, c'est Jean-Louis Medan-Kwame. J'ai rejoint le panel depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous me voyez surtout. On vous entend, on ne vous voit pas encore, mais soyez le bienvenu. Merci beaucoup. J'ai suivi en fait les propos de mes collègues Daouda, Paul-Harry et Sarata. J'ai bien entendu Daouda quand il a parlé du fait qu'il fallait plus être en costume cravate pour aller voir les clients dans l'arrière-pays. J'ai bien noté le point de Paul-Harry lorsqu'il a dit que si les banques ne faisaient pas le saut du digital, mais les opérateurs télécoms le feraient. Et j'ai également noté le point de Sarata de se rapprocher des populations rurales. Alors, je voulais juste pour cette première intervention, si vous me le permettez, monsieur le modérateur. Bien sûr. Voilà, indiquer simplement que les constats qui sont faits par mes confrères sont des constats totalement pertinents. La demande de ces populations-là existe. Cette population est nombreuse. Et la crainte qu'on peut avoir liée au fait que elle se trouve en majorité dans l'arrière-pays, elle ne maîtrise peut-être pas facilement le français, ce sont des craintes qui sont effectivement mitigées par le digital. Et moi, j'aimerais dire ici que aujourd'hui, nous avons des solutions, y compris en embarquant les langues vernaculaires dans le digital par des SMS vocaux notamment. Nous avons la possibilité donc d'aller jusqu'à ces populations-là. Le parcours digital du mobile money
qui a donc le mobile money qui a fait sa percée. Daouda en parlait tout à l'heure, donc pas besoin de rappeler les chiffres du taux de pénétration du digital, du mobile money. Le parcours client sur le mobile money est un parcours plutôt simple. On peut penser que le parcours du client sur un produit d'épargne soit peut-être un peu plus complexe pour le client de l'arrière-pays. Ma conviction, et je le vois depuis que nous avons lancé Orange Bank Africa il y a seulement 4 mois, ma conviction est que ces populations-là, avec l'effort qu'il faut en matière d'éducation, ça a été dit, mais il faudra vraiment insister là-dessus. C'est un sujet de l'APB, c'est un sujet de la BCAO. L'effort qu'il faudra faire sur l'éducation, à mon avis, donnera des résultats parce que les techniques existent pour embarquer des sujets, y compris de langue vernaculaire, assez aisément vers les populations dans les endroits les plus reculés. Et effectivement, on les touchera sans porter la cravate d'Aouda, puisqu'on viendra avec des solutions plus simples et faciles d'accès. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci Jean-Louis. Peut-être que la prochaine fois, nous aussi, nous serons sans cravate, qui sait. Mais j'ai bien noté vos points. Je peux vous dire que j'ai mis la cravate pour le séminaire, parce que Polari le salon Polari m'a dit qu'il fallait une cravate, donc heureusement que j'en avais une au bureau. Donc je suis allé me changer quand j'ai vu Daouda et Arm, sinon j'étais sans cravate au début. Excellent. Excellent. Je pense qu'on a touché à beaucoup de points très intéressants. L'éducation reste, je pense, un point important. Pensez-vous que c'est seulement le devoir des acteurs, banques, opérateurs, ou est-ce qu'il y a aussi un grand enjeu ou une responsabilité de l'État, des NGO pour accompagner moi personnellement, je pense que oui, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors oui, si je peux commencer, donc pour revenir sur la question précédente, donc juste un petit point, il faut savoir en fait que l'épargne et le crédit se tiennent. Donc le crédit appelle l'épargne appelle le crédit. Donc ça c'est voilà, donc c'était par rapport donc à la question de tout à l'heure. Plus vous faites des crédits, plus la personne commence à s'habituer à la banque ou à son outil, elle a plus confiance, elle met de l'argent, ou elle commence en fait à épargner via le système auquel elle a eu le crédit. Donc ça c'était dans la petite parenthèse. Concernant l'éducation, oui, je pense que c'est quelque chose donc de très important qui concerne l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'écosystème. L'écosystème, c'est à la fois donc les banques, c'est à la fois les fintechs, c'est à la fois en fait donc l'APB, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi en fait l'État, c'est aussi en fait donc les organisations non gouvernementales et tous les partenaires techniques et financiers qui encouragent l'utilisation digitale. Parce que c'est ça en fait donc qui fera donc la clé. Et il faudra en fait que les populations qui utilisent ces outils-là soient sensibilisées, soient formées et sur les risques aussi, parce que c'est pas non plus dénué donc de risques avec les usurpations d'identité, des choses comme ça. Et donc, c'est quand même des choses à savoir contre lesquelles il faut en fait être prévenu. Il y a aussi en fait donc l'implication des produits souscrits à distance. Donc, il faut aussi en fait que les personnes qui souscrivent à distance soient bien éduquées, comprennent en fait donc le produit auquel elles souscrivent, parce que c'est pas forcément la vente forcée. Et donc, pour que le système soit gagnant, il faut effectivement qu'il y ait une bonne connaissance de ces produits-là. Et la bonne connaissance, c'est savoir aussi à quoi on s'engage, quels sont nos engagements, quelles sont nos responsabilités. Ça passe par l'éducation. Et donc, encore une fois, ça doit être l'objectif de tout l'écosystème pour faire avancer donc la bulle. Donc, c'est à la fois les banques, c'est à la fois les fintechs, c'est à la fois l'État, c'est à la fois la Banque centrale, qui a aussi un rôle, et le régulateur qui a un rôle à jouer. C'est aussi en fait donc tous les partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui poussent, qui ont le programme aujourd'hui
financiariser toute cette population dont on parlait tout à l'heure, tous les agriculteurs, tous les cacaoculteurs qui sont donc dans les zones et qui étaient payés en espèces, parfois dans les agences avec des montants parfois importants et qui prenaient la route, qui se faisaient agresser. Et tout ça, en fait, donc il y a avec la Banque mondiale, avec AFC, nous, pour ce qui nous concerne, nous avons mis en place donc, des programmes d'éducation pour pousser ces populations-là à percevoir le produit de la vente de leur cacao via en fait donc mobile banking. Donc on avait donc un partenariat avec Orange, avec la SFI pour encourager donc cette pratique-là. Donc ça passe effectivement par leur expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment ils doivent l'utiliser. Et donc tout ça, je le mets sur le vocable de l'éducation. Moi je pourrais rebondir sur le propos de Daouda pour faire allusion à la nécessité de simplicité des messages. Lorsque ces campagnes-là sont menées, si nous souhaitons qu'elles aient le meilleur impact, nous devons nous efforcer de simplifier le maximum possible le message. Sur le sujet de l'épargne, Daouda a évoqué le point de la sécurité. C'est évidemment un point important, hein, plutôt que de garder l'argent chez soi. N'utilisons pas le terme thésaurisation parce qu'ils ne comprendront pas ce que ça veut dire, par exemple. Utilisons le terme du canari ou du matelas. C'est pas la peine de mettre son argent sous son matelas, etc. Simplicité du message qui les touche directement. Le sujet également du crédit qui est lié à l'épargne est très intéressant. Lorsque l'utilisateur ou le client sait qu'en épargnant 1000 francs, il peut avoir un crédit de 5000 francs, ben, il le comprend tout de suite. Parfois, ils se disent, mais pourquoi je vais garder de l'argent de côté alors que j'en ai besoin? Mais non, cet argent de côté, il peut te permettre d'être un levier pour avoir un montant plus important. La simplicité du message est pour moi la clé du succès dans cette action pédagogique d'éducation financière, en tout cas sur la thématique de l'épargne notamment. Oui, et Jean-Louis, tu as aussi évoqué le commerce via la voix, ou le commerce ou l'éducation via la voix, vocal commerce comme on dit en anglais. Je pense que là aussi, avec les assistants digitaux qui sont déjà lancés dans les pays, résoudent ou répondent à ce besoin de simplicité et de proximité aux populations. Absolument, absolument. Ce sont des techniques qui n'existaient pas il y a quelques années et qui se sont banalisées dans des espaces géographiques aujourd'hui dans le monde, hein, et qui sont peut-être encore trop timides dans nos espaces de l'Ouest francophone. Donc, nous militons. Sarata parlait tout à l'heure du recouvrement. Ben, nous avons commencé à tester dans le modèle de banque digitale d'Orange Bank Africa. Nous avons commencé à tester des SMS vocaux qui sont envoyés donc à certaines populations en impayés, et nous en attendons beaucoup. C'est un peu moins froid qu'un SMS classique reçu sur son téléphone. Et encore une fois, pour la personne illettrée ou demi-lettrée, c'est peut-être plus puissant. Donc, très clairement, nous allons utiliser ce type de mécanismes, et encore une fois, digitaux, dans notre activité. Tout à fait. Très bel exemple de technologie qui est en tant que moteur pour un service financier. L'autre, et je pense qu'on en a aussi un peu parlé, c'est tout l'enregistrement de nouveaux clients qui, de façon traditionnelle, se fait via l'agence, mais qui maintenant peut se faire entièrement de manière digitale, qui permet d'aller plus vite, d'atteindre beaucoup plus de segments beaucoup plus larges de la population qui existent. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la réglementation aussi à ce sujet suit cette évolution? Alors, vous êtes en train de parler de l'évolution vers quoi? Un modèle plus décentralisé d'agency banking? Oui, je pensais au KYC, donc l'enregistrement de nouveaux clients entièrement digital, de bout en comble, avec toute la revue donc de l'identité de manière digitale. Ok.
Je pense que il y a deux niveaux de réponse à donner à ça. Je pense qu'il y a un premier niveau de réponse, c'est de se demander si technologiquement déjà c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que à partir d'un point d'entrée technologique, je suis capable de pouvoir permettre à la personne d'enregistrer un certain nombre d'informations et à partir de cette même plateforme, je suis moi capable en tant que prestataire financier de pouvoir faire un KYC à 360 degrés. Donc c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, même dans le droit, au niveau des avocats, on est en train d'aller dans cette direction-là où il y a vraiment une réflexion profonde sur comment est-ce qu'on peut mieux connaître son client à travers le KYC avant d'ouvrir des dossiers. Donc oui, technologiquement c'est possible. Donc si technologiquement c'est possible, le deuxième niveau de réponse c'est comment est-ce que on peut sur le plan réglementaire travailler avec toutes les autorités de réglementation pour que le papier ne soit plus la solution et que ce soit plutôt le digital qui est la solution. Et là il y a encore un peu de travail. Daouda n'est plus là malheureusement, mais Daouda pourra expliquer tout ce qu'on est en train de faire pour pouvoir travailler avec le régulateur, pour qu'on aille dans ce sens-là, pour que lorsque les régulateurs viennent faire des revues, que le sujet ne soit plus simplement on veut absolument voir tout sur papier, mais que le sujet soit aussi qu'on est capable d'avoir de la documentation fiable à partir d'un simple accès à l'écran. Donc, c'est dans cette direction-là qu'il faut travailler. Mon point de vue, c'est qu'il faut être optimiste sur ce sujet. Je pense que les régulateurs ont une ouverture d'esprit qui a été validée encore un peu plus par la crise Covid, qui nous démontre que sur des sujets d'intérêt public, j'ai envie de dire, je pense que très rapidement, l'adaptation des régulateurs sur les sujets, moi, ne cesse de m'impressionner. Oui. Monsieur Daouda, je ne sais pas si vous avez entendu tout le discours de Paul Harry sur le KYC digital, mais on voulait avoir votre avis là-dessus, aussi d'un point de vue, bien sûr, président de la BBF, mais aussi d'un point de vue réglementaire. Alors oui, j'ai entendu donc l'intervention donc de Paul Harry. Je pense qu'il a tout dit, hein, il y a rien à rajouter. Donc effectivement, la crise Covid a permis aujourd'hui aux régulateurs de se rendre compte que c'est c'est le sens en tout cas de l'histoire. Donc il faut s'inscrire donc là-dedans et il faut faire les choses donc très rapidement. Et donc là, il y a beaucoup de simplifications qui ont été en fait mises en place, mais il y a une réflexion effectivement pour simplifier davantage toute cette chaîne de KYC et toute cette partie de recrutement donc de la clientèle. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet, comme Paul Harry l'a dit, d'intérêt général. Plus il y a des gens qui sont bancarisés, plus c'est bien pour l'État, plus les choses sont formalisées, plus l'économie se porte bien. Et donc là, je pense en fait tout le monde est inscrit donc dans cette dynamique qui encore une fois a été accélérée par la pandémie donc la Covid. Donc aujourd'hui, on a plutôt en fait donc des frémissements, mais des frémissements qui sont plutôt positifs qu'il faut prendre dans le bon sens. On a foi que très rapidement on pourra aller en fait dans une simplification donc des dispositifs de recrutement des clientèles. Donc, si j'entends bien, encore un travail au niveau du régulateur, mais ça va dans la bonne voie. Ça va dans la bonne voie, si je peux dire les choses comme ça. Et encore une fois, donc avec la crise Covid, donc il y a eu sur toute cette partie des KYC, il y a eu des simplifications qui ont été donc apportées. Et donc le régulateur va se rendre compte que ça marche, qu'effectivement, en fait, donc les banques sont sérieuses et qu'elles ont toute la documentation donc par derrière. Elles peuvent retracer donc le client, le retrouver, et donc je pense en fait que les choses ne peuvent que s'améliorer en fait dans les mois, dans les années qui viennent. Excellent. Sarata, je pense que tu voulais faire une intervention. Je voulais quand même intervenir parce que je pense que c'est un sujet très important. Je pense qu'en ce moment on est à deux vitesses. Il y a le KYC des opérateurs mobiles et il y a le KYC bancaire. Qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, et donc ça a été, on a interpellé justement le régulateur BCAO dessus pour justement faciliter, parce que si on veut faire de cette inclusion financière une réalité et qu'on veut que les banques soient
participantes à cette inclusion financière. Il faut vraiment qu'on agisse de la sorte. Donc ça, c'est un point qui est venu et qui me passionne fortement. Et ça c'est lié aussi à la deuxième question qui est celle de la digitalisation et du selfie. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse faire tout lui-même. OK? Et donc, si on parle de selfie et que, donc, dans le confort de mon champ ou de ma maison, j'ouvre un compte dans une banque ou chez un porte-monnaie électronique, il faut que je puisse le faire tout seul. Et donc, on parlait de l'alphabétisation, on parlait de l'éducation, et c'est là où ça devient important. Donc, l'éducation, pour revenir aussi au point qui a été fait par Jean-Louis et Paul-Harry, c'est que il faut qu'on think out of the box. Quand on parle d'éducation, il faudrait pas que ce soit donc cette éducation conventionnelle seulement, mais que on aille vers vraiment quel est le besoin encore des populations et comment est-ce qu'on leur transmet justement cette nouvelle technologie, soit par la langue, soit par l'imagerie, soit par des outils qui permettent en tout cas de pouvoir répondre aux besoins et à accomplir la tâche qui doit être la leur. Donc oui, donc les messages vocaux, ça va de soi, mais au-delà de ça, même l'imagerie, le code USSD qu'on a vu et que les telcos ont ramené, ont montré comment on peut faciliter vraiment. Le QR code vient aussi dans ce même sens-là. Donc, toute cette éducation alternative là qui vient et qui n'est pas forcément de l'alphabétisation et de la lecture et de la compréhension, mais qui vient assister en fait le client lambda à ce selfie-là. Donc, c'est très important que nous en parlions. Et l'interopérabilité, donc je voulais faire un point aussi par rapport à donc toute cette problématique de KYC et autres. Et l'interopérabilité devrait résoudre ça. Et où est-ce qu'on a besoin donc des gouvernants et des États? C'est que moi, j'aimerais savoir que quand on me donne une pièce d'identité, c'est la pièce d'identité de la bonne personne. Et que on peut aller donc sur une base de données sécurisée et pour vérifier que la photo de la personne et toutes les autres biodata, donc informations biologiques de la personne sont correctes et on avance très vite. Et ça, on l'attend avec impatience. Je sais que l'interopérabilité dont on parle n'est pas encore à ce niveau-là, mais ça nous permettra déjà même de contredire les informations qui sont dans les différentes places bancaires. Et ensuite, avec l'autorité police ou affaires intérieures pour pouvoir vérifier ces petites informations-là et ça permet d'aller encore plus vite. Donc, le financement dont on parle, ensuite, pouvoir localiser la personne et tout autre élément important à un banquier ou un financier pour faire ce petit prêt-là devient donc beaucoup plus facile avec cette interopérabilité. Merci. Ce sont les points que je voulais souligner. Merci beaucoup, Sarata. Tu touches à des points très importants. Interopérabilité, identité digitale et bien sûr la simplicité des solutions. Peut-être un pivot vers la gestion des données et ce que la big data peut apporter pour atteindre de l'échelle plus rapidement, pour mieux cibler. Comment le voyez-vous? Quel est le potentiel? Quels sont aussi peut-être les dangers? On n'a pas encore parlé des risques. Je sais que Jean-Louis a aussi parlé d'intelligence artificielle. Donc, comment voyez-vous dans tout ce qui est big data aussi bien le potentiel, l'opportunité que le risque? Alors, je peux dire que effectivement la trituration des données est un élément clé pour les échelles de population que nous souhaitons toucher avec le digital banking. Le point ici est que il faut avoir un accès organisé à ces données. Ce que j'appelle accès organisé à ces données,
ça passe par un élément important dans un environnement comme celui de la Côte d'Ivoire, mais c'est également vrai pour d'autres pays de la région, c'est le consentement du client pour l'accès à ces données. Et ici, en Côte d'Ivoire, l'Agence de régulation des télécoms, la RTCI, est le gendarme justement de la protection des données à caractère individuel. Donc, toute action qui peut être menée dans le respect des requirements de la RTCI, c'est-à-dire avec un consentement explicite, traçable du client pour l'accès à ces données, ben, est une première étape pour qui veut accompagner ces clients-là dans la collecte de leur épargne ou dans l'octroi de crédit. C'est ainsi que l'expérience montre que l'information, elle existe. L'information est de bonne qualité. Elle pourrait être de très bonne qualité, mais elle est déjà de bonne qualité et elle est exploitable. Et dès lors qu'on touche à des centaines de milliers, à des millions de clients, tant dans le pays que dans la sous-région, mais toute action industrielle de traitement de ces données, avec l'intelligence artificielle notamment, vient donner suffisamment de relief et suffisamment d'informations précises, pertinentes à l'opérateur bancaire pour accompagner donc, comme il se doit, les populations en question. Donc, en résumé, la volumétrie à traiter est incompatible avec un traitement humain de la donnée, mais plutôt un traitement industriel. Et aujourd'hui, la technique existe là-dessus. Nous sommes aujourd'hui clients de ces mécanismes-là et nous utilisons bien évidemment l'intelligence artificielle pour traiter la masse de données que nous avons, de sorte à offrir aux segments qu'il faut, les produits qu'il faut et à avoir les indications nécessaires pour changer de braquet quand il faut et à assurer donc la pérennité de notre modèle d'affaires. C'est un élément clé, c'est un élément incontournable. Absolument. D'autres points de vue sur la gestion des big data, la protection des données et la confiance qu'on doit garder avec la clientèle? Je pense que Jean-Louis Sarata, vas-y Sarata. Merci Paul-Harry. Oui, c'était juste compléter en disant que je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Louis a dit et que c'est central. Il est important de noter, parce que nous travaillons aussi dans plusieurs juridictions, de noter l'importance et la différence dans les réglementations qui sont appliquées sur la gestion des données, et s'assurer que non seulement au niveau interne déjà on comprend très bien l'importance, on a les systèmes informatiques sécurisés pour pouvoir justement faire cette gestion-là, et ensuite on a les populations qui comprennent aussi l'importance et qui donnent leur consentement ou pas en fonction de certains points clés. Donc tout ça vient s'inscrire en fait dans la ligne droite du besoin de continuer à sécuriser donc ces informations et à travailler aussi avec le régulateur, comme il a été dit. Nous, dans notre cas, c'est la BCAO qui a besoin d'être assuré sur comment est-ce qu'on sécurise, quels sont les types d'informations que nous donnons, et liant ça maintenant à l'intelligence artificielle. Donc, ça vient en fait comprendre un peu mieux certaines attitudes ou habitudes, on va dire, de certains clients, mais il faut savoir garder une certaine limite dans ce que nous utilisons et exploitons, et comment est-ce que nous proposons des produits ensuite qui sont liés donc à la clientèle ciblée, quelle qu'elle soit. Merci, c'était ce que je voulais rajouter. Sarata Polari.
Et Je pense que tu peux aussi Je, faire une je- intervention. oui, pour ajouter au point de Jean-Louis et de Sarata, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur les opportunités qu'offre la Big Data. S'il y a un élément que je peux rajouter, c'est évidemment le point qui est lié au commerce électronique. Moi, je suis toujours frappé de me rendre compte qu'aujourd'hui, avec la Big Data, euh, euh, je peux créer ma propre entreprise à Yopougon et avoir un client en Chine qui me commande des produits et que je peux livrer sans aucun problème. Et ça, c'est parce qu'on a aujourd'hui la capacité d'intégrer plusieurs types de données qui fait que le client en Chine sait qu'il y a quelqu'un qui produit euh, un élément à Yopougon et que cette personne peut le livrer de manière efficace. Donc, moi, je suis toujours stupéfait par ça. C'est pour ça que j'ai envie de dire que si on prend sur un plan beaucoup plus macro, je suis beaucoup plus optimiste pour l'Afrique avec la Big Data que sans la Big Data. Maintenant, les menaces, elles sont nombreuses. Sarata en a évoqué certaines. Jean-Louis a insisté sur d'autres. Je pense qu'il y en a deux, à mon avis, sur lesquels on doit apporter une réflexion plus approfondie, une qui est immédiate et une qui est beaucoup plus dans le long terme. Celle qui est immédiate, évidemment, c'est le sujet de la protection. Il faut absolument réfléchir, nous, les banques et tous les acteurs du métier, sur nos politiques de confidentialité, sur la mise en place des RGPD pour protéger les données personnelles de nos clients. Pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut investir aussi bien en termes d'équipe, en termes de ressources et en termes d'énergie de la part de l'exécutif, parce qu'il y a une tendance à penser que ce sont des sujets qui sont périphériques, alors qu'en réalité, ce sont des sujets centraux. On a plusieurs exemples dans le monde où on sait que si jamais il y a une intrusion sur des données personnelles, c'est toute la réputation et la valeur donc intrinsèque de l'entreprise qui s'écroule. Donc ça, c'est pour moi une préoccupation immédiate qui est la protection. La deuxième préoccupation qui est un peu plus dans le moyen terme, c'est ce que j'aime appeler la clusterisation des données. C'est que comme les données sont devenues, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, okay? Aujourd'hui, un opérateur téléphonique a un avantage compétitif sur une banque à cause de données. Le risque qu'on prend dans une société du monde d'après, c'est que ces données soient clusterisées. Donc, les opérateurs télécoms vont dire ce sont mes données, les banques vont dire ce sont mes données, je ne les partage pas. Et donc, on va arriver à une société qui va être une société complètement polarisée et clusterisée, où plus personne ne pourra savoir quelle est la source des données, qui la détient, et on va même commencer à mettre de la valeur marchande sur des données personnelles. Donc ça, il faut qu'on fasse tout dans un sens éthique pour qu'on n'arrive pas à cette situation. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est au niveau de l'éthique, au niveau de la confiance du public, des consommateurs. Sans cela, on n'a plus de business quelque part. C'est le noyau de ce qu'on fait dans le monde bancaire, dans le monde des paiements, dans le monde de l'épargne. Daouda, je ne sais pas si de ton côté tu voulais encore ajouter des points. Je pense qu'on a déjà parlé pas mal sur les risques, mais j'aimerais avoir ton point. Oui, tout à fait. Donc, le tour de la question a été faite. Juste faire le lien avec le sujet précédent, donc l'éducation, parce que à la fois les banques et les opérateurs telco prennent des dispositions effectivement pour sécuriser leur base, leur data, autant aussi en fait que la population en face doit être bien éduquée pour en fait éviter de donner en fait ces renseignements ou ces données personnelles donc au premier venu. Donc, je parlais tout à l'heure donc d'usurpation d'identité. Il faut citer aussi donc les extorsions de données. Donc, vous avez des clients. Il faut dire aussi que nous faisons parfois attaques de phishing par les cybercriminels. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font qu'il faut la donnée, elle est importante, mais qu'il faut la gérer en fait donc vraiment avec tact, avec sécurité, avec prudence, parce qu'encore une fois, comme Paul-Henri l'a dit, à partir du moment où vos clients découvrent que vous n'avez pas su protéger leurs données, et c'est toute la confiance qui s'écroule. Nous faisons un métier qui est avant tout un métier de confiance, et donc c'est important que ce que nous disons à nos clients, que nous soyons à mesure donc de tenir nos promesses et de tenir en fait leurs informations personnelles, parfois cruciales donc en sécurité. Donc on a en fait un rôle à jouer
donc protéger ces données, mais aussi en fait donc encore une fois faire le lien d'éducation pour que en fait aussi nos clients ne répondent pas au premier venu, qu'ils lancent un mail, mettez-nous vos coordonnées pour que je vous envoie en fait un chèque de 5 000 francs CFA et que notre client a rempli donc le mail sans se rendre compte qu'il vient en fait donc de se faire voler son identité et ses données. Donc voici ce que je vais dire en complément de tout ce qui a été dit. Tout à fait. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je ne sais pas s'il y a encore des sujets ou des aspects que quelqu'un veut soulever avant qu'on conclue ce panel. S'il n'y a rien, laissez-moi quand même résumer ce que j'ai entendu. D'un côté, je pense que la digitalisation va être le moteur pour croître l'épargne, pas seulement l'épargne, mais tous les services financiers. Les aspects de simplicité, de proximité, d'adaptation du service vers le segment cible. On a parlé d'agriculteurs, on a parlé de jeunes, on n'a pas parlé des femmes, mais je pense que c'est un segment cible très important pour l'inclusion financière. On a parlé des big data, on a parlé aussi donc de la gestion et d'une bonne gestion, de protection des données, de clusterisation ou du risque. On a aussi parlé des partenariats, que pour mener ça à bien, on doit faire partenariat entre telco, fintech, banque pour vraiment bénéficier des canaux de distribution et des forces des uns et des autres. Donc voilà un peu. Donc en conclusion, je pense qu'on est tous positifs sur l'aspect de la technologie sur l'opportunité. Il y a des risques à gérer, je pense qu'on en est conscient. Chacun doit prendre ses responsabilités et bien sûr, le régulateur, la Banque centrale et autres régulateurs ont aussi leur rôle à jouer. Je ne sais pas si, peut-être commençant avec Daouda, en conclusion, tu as encore des points à faire. Alors, en conclusion, donc, ce que je peux dire, donc, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, la digitalisation est une occasion énorme donc, de faire avancer donc, la bancarisation, la financiarisation des populations. Comme je partage donc l'avis de Paul-Henri en disant avec le digital, avec la data, avec le big data, on s'est dit que la peut rattraper une partie de son retard en matière donc de développement sur ce domaine-là. Et on le voit en fait donc il y a beaucoup de startups qui se créent, beaucoup de startups intelligentes et dans certains domaines, l'Afrique aujourd'hui apporte la leçon où en fait est en tête des files par rapport donc au pays. Si on a pris en fait l'exemple de mobile banking, on sait que c'est en Afrique avec l'exemple de Kenya que tout le monde qui a été le cas d'école, donc duquel tout le monde s'est inspiré pour se développer. Donc l'Afrique est capable effectivement donc de faire de grands bons en avant. Une fois parce que ça permet effectivement donc de réduire le coût des transactions, ça permet donc d'avoir donc des gains de temps, de la rapidité, de la sécurité, parce que aussi effectivement une fois que les données et que le système est bien conçu, on apporte donc la sécurité, la fiabilité. Donc il faut en fait donc, par rapport à ça, comme on l'a dit, continuer donc à assurer donc l'aspect protection des données, donc qui est quand même vital. Et pour cela aussi, il faut en fait informer, former et assister donc les populations. Donc dans le cadre de cette montée donc en puissance donc du digital, en s'assurant aussi que le régulateur qui doit faire son job, donc s'assurer en fait qu'il protège avant tout les consommateurs, tout en n'alourdissant pas la machine. Parce que c'est ça aussi en fait. Donc il y a en fait protéger les consommateurs, mais il y a aussi avoir donc l'agilité qui permette d'utiliser tout ce qu'on peut tirer de la banque digitale et des fintechs aujourd'hui qui se mettent donc en place. Donc voici ce que je peux dire. Et pour revenir à l'épargne,
Donc, encore une fois, c'est un moyen de mobiliser donc davantage d'épargne, parce que encore une fois, donc on a parlé des femmes, on a parlé des jeunes, on a parlé du monde rural, du monde agricole, où c'était des gens qui n'avaient pas en fait leur épargne dans le système classique, dans la banque. Avec le mobile banking aujourd'hui, ils l'ont sur un portable et mécaniquement, donc cet argent se retrouve dans le circuit classique, dans le circuit formel. Donc c'est quand même quelque chose donc d'important. Avoir des crédits, comme Jean-Louis l'a dit, donc épargner 1000 francs, 2000 francs, on peut avoir 5000 francs demain, ça contribue effectivement à mobiliser davantage d'épargne. Et en plus, donc, il y a des produits de micro-assurance qui est une forme aussi de mobiliser l'épargne dans nos pays, parce que acheter, en fait, souscrire une assurance vie, c'est en fait épargner sur plusieurs années. Donc, ça a vraiment donné des opportunités donc énormes en matière de mobilisation donc de l'épargne. Et je pense en fait que des occasions comme ce salon permettent de repréciser ces choses-là et de montrer aussi le rôle de l'épargne dans le développement d'un pays. Et je crois que c'était le thème de l'année précédente. Et donc, c'était un salon qui vient à point nommé pour montrer en fait qu'avec l'épargne, enfin, pour construire, il faut d'abord l'épargne. Et donc, l'épargne, il faut la mobiliser partout où elle se trouve. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup, Daouda. Sarata, en 2-3 mots, vos conclusions sur ce débat, technologie et l'épargne. Tout à fait vrai ce que Daouda a dit. Donc, je vais continuer avec le fait que la digitalisation reste un facteur qui propulse en fait l'accès à l'épargne et donc à l'éducation financière des uns et des autres. Donc ça, c'est important à noter. Et donc, nous nous inscrivons dedans. Je veux surtout qu'on note que c'est un moyen, un outil qui est à la disposition de tous. Donc, c'est pas une fin en soi, la digitalisation. C'est l'outil qui est utilisé pour justement servir les populations et à épargner, bien sûr, mais aussi à accéder à tous les services financiers. Donc, cet outil-là peut évoluer et la manière dont nous voyons les choses d'évolution va très vite vers d'autres sphères. Donc, le big data vient bien sûr assister dans cette tâche-là. L'intelligence artificielle que nous voyons se développer continue à pousser aussi les frontières, on va dire, et à permettre donc à se focaliser vraiment sur l'essentiel. Mais on doit bien sûr s'assurer que on ne dépasse pas les limites, comme Polari l'a dit. L'éducation financière reste importante dans tout cet élément-là pour que justement les uns et les autres puissent comprendre et sélectionner, parce qu'il y a une multiplicité maintenant de produits et d'outils qui sont mis sur le marché et tout le monde doit être convaincu et tout le monde doit comprendre ce qu'il utilise. Donc la simplicité, d'accord, mais l'intelligence financière, l'éducation financière va venir donc instruire ses utilisateurs sur la bonne démarche et éviter justement qu'ils tombent dans des erreurs ou des arnaques qui peuvent exister aussi de par l'accès digital qui est là. Donc tout ça en résumé, donc UBA s'inscrit bien sûr dans cette démarche d'augmentation d'épargne. UBA s'inscrit dans cette démarche d'utilisation de l'outil digital pour accéder un peu plus. Et nous nous inscrivons bien sûr dans les progrès réglementaux qui sont en train d'être faits pour justement permettre un plus grand accès à tous. Merci. Merci Sarata. Polari, quelques mots en conclusion de ton côté.
Oui, très rapidement, j'aimerais commencer par te remercier, Arne, pour ta disponibilité. J'en profite aussi pour remercier Sarata, remercier Daouda, Jean-Louis aussi pour votre disponibilité pour cette conversation. Je pense que c'était important qu'on puisse discuter et partager avec les internautes tous les sujets qui sont pour moi des sujets importants. Lorsqu'on a commencé ce voyage sur le salon de l'épargne, on s'est posé la question comment est-ce qu'on allait tout faire pour pouvoir inciter les Africains à épargner? Comment est-ce qu'on pouvait mobiliser les Africains pour qu'ils épargnent? Parce que nous avons tous autour de nous des personnes qui, en gros, ont raté leur vie financière parce qu'ils n'ont pas épargné. Et donc, il y a quelques années, on aurait eu tous ces débats, on aurait proposé des pistes, on aurait proposé des solutions. Et sans le digital, on aurait vu que ces solutions-là, en réalité, sont limitées dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, nous avons un élément qui est nouveau, qui est un élément moteur, qui est ce que moi j'appelle un accélérateur, qui va nous permettre en réalité de pouvoir explorer d'autres options qui n'existaient pas dans le passé, mais qui existent aujourd'hui. Donc, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et la réponse à la question, est-ce que la digitalisation est une opportunité ou une menace? La réponse à la suite de notre conversation semble tellement évidente. Évidemment, la digitalisation est beaucoup plus une opportunité qu'une menace pour mobiliser les Africains à faire de l'épargne. Donc, réfléchissons à cela, gardons cette prise de conscience-là en tant que banque, en tant qu'opérateur télécom, en tant que fintech, en tant qu'autorité de régulation, pour que demain, on puisse proposer aux populations africaines, évidemment, un accès beaucoup plus facile aux services financiers. Merci Paul-Henri. Jean-Louis, est-ce que tu es encore là? Oui, bien sûr. Je n'ai pas ma caméra activée pour un problème certainement digital, mais bon, ça peut arriver. Merci à mes amis, Paul-Henri, Sarata, Daouda. Merci pour la qualité des échanges qu'on a eus pendant cette session du Salon de l'épargne qui prend de plus en plus de place dans notre écosystème financier. C'est une bonne chose. Je me permets de féliciter au passage son initiatrice, Laetitia Traoré. Et le mot de fin pour moi, c'est peut-être vous donner un chiffre. Environ 30 milliards de francs CFA qui sont échangés chaque jour par des transferts sur le mobile money. On estime justement en analysant les données qu'il y a environ 20% qui ont un comportement, entre 20 et 30% qui ont un comportement qui pourrait être le comportement d'un épargnant. Je vais prendre ici l'exemple d'un cash-in qu'on reçoit sur son porte-monnaie électronique et qui reste en surface pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. C'est des choses qui peuvent être analysées. Comme pour dire qu'il y a de la place pour justement drainer de façon organisée cet excédent de ressources vers donc des produits d'épargne qui aident à la sécurité, qui aident à être le levier pour le crédit dont on a parlé tout à l'heure. Moi, si je devais passer un message, ce serait celui-là, que nos populations comprennent que l'épargne est un levier. Paul-Henri a utilisé le terme d'accélérateur. Nous sommes sur le même tempo. C'est un levier, c'est un accélérateur. Et pour quiconque peut attester de l'importance du crédit dans le développement d'un pays, à travers le développement des ménages, le développement des opérateurs économiques, ce lien entre l'épargne et le crédit, il est aisément fait. Et il peut être expliqué, à mon avis, avec des termes simples aux populations. Et voilà, donc le maître mot ici pour moi, c'est épargner, parce que demain, ça vous ouvre les portes, j'ai failli dire du paradis, mais non, du crédit, et ça vous permet de vous développer de façon individuelle, votre ménage et votre entreprise, qu'elle soit une micro-entreprise ou une grande entreprise. Donc voilà ce que je voulais passer comme mot de fin. Merci beaucoup Jean-Louis. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont venues du public. On a encore quelques minutes. Je ne sais pas si
Je vois qu'il y a une mailbox. Hop, participants. Non. S'il n'y a pas de questions du public, je voudrais remercier Daouda, Sarata, Paul-Henri et Jean-Louis pour leur temps, pour ce débat positif. Nous sommes tous persuadés du potentiel. Donc, je voudrais aussi remercier le public, les participants, pour s'être joints à notre panel. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.